d'abord, dans un tonnerre d'applaudissements, veuillez accueillir M. Daniel Boudreau. Daniel Boudreau, il est membre du conseil d'administration de la Société québécoise de phytotechnologie, anciennement responsable de l'analyse du potentiel des solutions climatiques fondées sur la nature chez Hydro-Québec. C'est un biologiste de formation, il a une maîtrise en environnement, il a travaillé sur les plans d'adaptation, la décarbonation, la compensation carbone chez Hydro-Québec. Donc, voilà notre premier conférencier. J'aimerais maintenant inviter Mme Laurence Pelletier. Spécialiste en solutions fondées sur la nature pour la coop Carbone, elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, d'une maîtrise en biogéosciences de l'environnement à l'Université Laval. Laurence se spécialise dans la séquestration du carbone selon une approche fondée sur la nature. C'est maintenant le tour de John Kendall. Ingénieur forestier et directeur de l'innovation Carbone Terre à Terre et de Down to Earth Carbon. John Kendall est un ingénieur forestier, directeur de l'innovation chez Carbone Terre à Terre et compte 18 ans d'expérience dans la planification, le développement, la mise en œuvre et le suivi de projets de compensation carbone. Et finalement, Simon Côté. Simon Côté n'est pas monté sur la scène parce qu'il est à distance. Alors voilà, il est accueilli parmi nous. Alors, Simon Côté, il est coordonnateur général de Arbre Évolution, formé en sciences politiques de l'UQAM, puis en environnement à Greenpeace. Il est convaincu que l'implication citoyenne réside surtout dans la capacité à mettre sur pied des projets capables de structurer les solutions d'avenir. Alors, vous avez devant vous 4 conférenciers qui ont chacun 10 minutes pour faire leurs interventions. Il y a une petite minuterie ici à l'avant sur la scène. Et si vous n'êtes pas assez rapide, c'est Maxime qui va montrer ses dents ici en arrière. Ouais. Faites attention, c'est Maxime, il est très vilain. Fait que laissez-vous pas chicaner. Ensuite, il y a un petit bidule ici pour avancer les diapositives. Je pense qu'en 2024, tout le monde va être capable de savoir s'en servir. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas cliquer l'ordi en avant, il faut cliquer vers la régie en arrière. Est-ce que j'oublie quelque chose? Êtes-vous prêt à commencer? Alors, sans plus tarder, M. Boudreau, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Il va falloir enlever Simon de la présentation pour qu'on puisse mettre merci. Donc, on va avoir la première acétate. Vous voyez mon âge, là, avec des acétates. Ça va arriver. Ah, c'est moi qui le fais, j'imagine? Oui, c'est ça. Donc, bonjour tout le monde. Daniel Boudreau, comme vous avez mentionné. Ce matin, on va faire un bref aperçu de ce que les solutions fondées sur la nature et que le volet de compensation carbone peut apporter dans les prochaines années. Donc, vous avez eu la possibilité avant d'avoir des bonnes définitions des solutions fondées sur la nature, axées sur la nature, basées sur la nature, c'est toute la même chose. Donc, je vais commencer, moi, par la carboneutralité. Tout le monde a entendu parler de la carboneutralité au Québec. On a vu qu'on voulait être carboneutre en 2050. Il y a des pays qui c'est avant ça, 2035. La Chine, c'est 2060. La province de Québec, c'est 2050 aussi. La carboneutralité, ça consiste essentiellement à réduire à zéro les émissions de CO2 et aussi des autres gaz à effet de serre en combinant des mesures optimales de réduction et de compensation. Donc, réduire ces émissions de GS, c'est la décarbonation comme telle. Donc, c'est l'ensemble des mesures permettant de réduire l'empreinte carbone d'une organisation, que ce soit une ville, une entreprise, une province. Un peu tout le monde peut être associé à ça, en diminuant la quantité de gaz à effet de serre produite par ces activités. Compenser les émissions, ça veut dire en éliminant le CO2 de l'atmosphère. La compensation carbone des émissions de GS, c'est un mécanisme d'échange par lequel une organisation substitue une partie de ses émissions en achetant une captation équivalente auprès d'un tiers. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que généralement, vous avez un certain nombre d'émissions résiduelles dans une entreprise, mais vous n'avez pas la possibilité d'éliminer le CO2 de l'atmosphère facilement.
Donc, souvent, vous allez faire affaire avec un partenaire, ça peut être une organisation, qui va peut-être aller planter des arbres pour vous, qui va peut-être changer les pratiques agricoles, etc. On va le voir plus en détail à travers 3 exemples par la suite de mes différents collègues qui vont venir vous présenter des démarches en milieu agricole, en milieu forestier, et en agroforesterie. Les solutions climatiques fondées sur la nature, comprenant notamment les phytotechnologies, sont nettement privilégiées car elles permettent de retirer du CO2 de l'atmosphère. Vous savez, les arbres, entre autres, c'est ce qu'on appelait... Il y a peut-être des gens qui ont participé à une conférence que j'avais donnée à l'époque. Les arbres, on disait que c'était des pompes à eau, mais c'est aussi des pompes à carbone. Donc, ça permet d'aller chercher du CO2 qui est dans l'atmosphère, de l'intégrer dans l'arbre pour sa croissance. Et ça a aussi de nombreux co-bénéfices, tout l'ensemble des phytotechnologies, parce que si on fait ça d'une façon naturelle. Je reviens sur un exemple ici c'est un graphique qui est tiré des rapports du GIEC où on voit un petit peu une façon stylisée de regarder qu'est-ce que sont les émissions, la réduction des émissions au niveau du temps. Vous avez sur la gauche, vous avez des chiffres jusqu'à 40, 50. Là, c'est 40 milliards de tonnes. Ça, c'est les émissions annuelles de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Il y en a une partie naturellement qui est absorbée par les océans, une partie aussi par la végétation, mais ça reste qu'à chaque année, il y a des augmentations de CO2 dans l'atmosphère. Pour atteindre ce qu'on appelle le net zéro, la carboneutralité, etc., il va falloir diminuer d'une façon drastique, vraiment draconienne, ces émissions-là, mais aussi aller dans des émissions qu'on appelle des technologies, des émissions négatives. On le voit ici à partir d'à peu près 2030, en bas du zéro, vous allez avoir des émissions en bleu pâle, où on va aller chercher, éliminer du CO2 de l'atmosphère, notamment par des solutions fondées sur la nature, pour arriver en 2050 à être net zéro. Ça veut dire que les émissions en haut de la ligne du zéro vont être équivalentes à celles en dessous. Donc, c'est un peu ça, la carboneutralité. Et si on veut réduire nos émissions de GES, c'est drôle, le minuteur n'est pas parti hein, encore. Fait que c'est pas moi qui... Faites attention, il faut partir le minuteur, il va nous parler pendant 1 heure. Là. Fait que, moi, j'ai toujours mon 10 minutes, là, fait que ça fait mon affaire, mais bon. Moi, j'ai l'impression que Maxime, il surveille. Il te reste 5 minutes. Ah oui, tu niaises, là. Mais écoute, moi, je me fie à mon minuteur. Il n'y en aura pas de facile. Il n'y en aura pas de facile. Donc, l'objectif, c'est d'aller dans le net négatif. Ici, vous avez une idée un peu au niveau mondial d'une étude qui a été faite pour voir comment les solutions climatiques naturelles pouvaient enlever du CO2. D'ici 2050 environ, on pourrait enlever à peu près 10 à 12 milliards de tonnes de CO2 par différentes solutions, donc réduire la déforestation, améliorer la gestion du bétail, passer à des régimes riches en plantes, restaurer les forêts, améliorer le carbone dans les sols agricoles, etc. Donc, c'est une approche comme telle. Ici, c'est un autre graphique un peu plus compliqué, là, mais je veux juste vous le mentionner que ça vient du dernier rapport de l'ONU qui a été produit juste avant la COP 28 à Dubaï, où on a listé un peu, pour la première fois au niveau de l'ONU, l'ensemble des solutions ce qu'on appelle de carbone dioxyde removal, donc des façons d'éliminer le CO2 de l'atmosphère. On a des solutions plus naturelles que vous voyez sur la gauche, puis on va avec des solutions un peu plus technologiques dans le temps. L'ONU a mis ça en place parce que c'est la première fois qu'on faisait vraiment référence à ce genre de solution-là, qu'on va devoir mettre en place parce que sinon, on n'arrivera pas, parce que même si on veut réduire nos émissions, il va toujours en rester dans l'atmosphère. Les solutions climatiques naturelles, on l'a vu tout à l'heure avec l'autre présentation, ça se divise en 3 grandes bases. On parle de protéger de la perte, protéger les forêts, protéger les milieux humides, les prairies, améliorer la gestion, gérer les terres à bois, les terres cultivées, gérer les paysages, et finalement restaurer les forêts et les zones humides. Mais il faut commencer par la protection, parce que si on ne protège pas les forêts anciennes, et si on n'arrête pas le déboisement, on n'y arrivera juste pas. Ce n'est pas en reboisant qu'on va permettre de tout faire. Donc, ici, vous avez un tableau. On peut voir les différentes solutions proposées. Ça vient des études du WRI, où on voit que, notamment, pour le potentiel d'atténuation des gaz à effet de serre, donc la première colonne après les solutions, arrêter la déforestation, le reboisement et tout ça, il y a beaucoup de ces solutions-là qui ont des grands avantages. Ils ont aussi beaucoup d'avantages sur l'adaptation qu'on voit dans le centre de ça, et des bénéfices aussi pour la conservation de la biodiversité. Je vais rapidement, parce que j'ai essentiellement 10 minutes. Là. Ah, il m'en reste 3 minutes 3, là. Ça marche. Là.
Donc, ici, vous avez une étude importante qui est sortie en 2021, c'est Driver et Hall au niveau canadien. Il y a environ une trentaine de spécialistes qui ont travaillé là-dessus. Ils ont vraiment catalogué par type de solutions fondées sur la nature quel était le potentiel au niveau canadien des différentes solutions. Je pourrais en marquer en bas, en rouge, j'ai encerclé en rouge. Au niveau des forêts, ce qu'on vient de voir avant, il y a quand même un potentiel intéressant, même si l'amélioration de la canopée urbaine en bas complètement, ce n'est pas très élevé en termes de séquestration de carbone, mais il y a beaucoup de co-bénéfices au niveau des villes et tout ça. Ce que je peux vous dire, je vais aller sur le Québec aussi. La même étude a refait un peu le bilan de ce qu'on pouvait avoir pour le Québec. Donc, les différentes solutions ici avec les captures en milliers de tonnes. Vous avez au Québec en bas, en 2030, on pourrait retirer probablement autour de 8 millions de tonnes de CO2 par année de l'atmosphère. Le Québec, on est à peu près à 70 millions de tonnes d'émissions par année, avec probablement qu'on serait capable d'aller chercher ça. En 2050, si on commence à mettre en place les solutions tout de suite, on serait probablement capable d'aller recueillir jusqu'à éliminer à peu près 16 millions de tonnes de CO2 de l'atmosphère. Le problème, c'est que l'étude est sortie en 2021, puis à date, on est en 2024, puis il n'y a à peu près aucune de ces solutions-là qui a été mise en place. Fait que pour arriver en 2030 et 2050, il faut commencer à le faire. Vous allez avoir la possibilité, avec mes collègues par la suite, qui vont vous parler un petit peu plus de ce qui a été mis en place, là, mais c'est lent, ça prend du temps, puis je vous dirais, il y a un enjeu de rapidité associé à ça. Ici, vous avez un peu une stratégie que j'avais bâtie à l'époque. On voit ici en 2024, c'est vraiment sur la gauche les solutions naturelles qu'on devrait mettre en place. À partir de 2030-2035, probablement des solutions combinées. Et à droite, vous avez des solutions un peu plus technologiques, là. Vous avez peut-être entendu parler de l'entreprise Deep Sky là, qui fait du direct air capture. Ah, il me reste encore 10 minutes, c'est bon, merci. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce qui peut se passer par rapport à ça. Je termine rapidement en revenant sur les deux solutions peut-être les plus importantes pour le Québec, le boisement et le reboisement. Ils vont vous être expliqués un petit peu plus par John et un petit peu par Simon aussi. On a un potentiel annuel à partir de 2030 d'environ 700 000 tonnes de CO2. Puis en 2050, on pourra aller jusqu'à 7 millions de tonnes. Mais il faut planter des arbres tout de suite pour arriver à ça. Je vais aussi passer sur le biochar. Les gens qui me connaissent ici dans la salle savent que c'est un de mes sujets de prédilection, le biochar. D'ailleurs, c'est ma prochaine voiture, hein, ça va être un biochar. Juste vous le dire comme ça. Et c'est un domaine intéressant parce qu'on ne s'adresse pas souvent au sol, puis ça a été mentionné par le conférencier précédent, dans lequel l'importance des sols de qualité, dans lequel on peut intégrer du biochar, ça va être important comme solution. On a un potentiel d'à peu près 600 000 tonnes. Je terminerai rapidement parce qu'on a parlé du volet carbone. Ça reste complexe. Les crédits carbone, c'est un écosystème. Je pourrais passer 1 heure à vous expliquer tout ça. Mais en gros, il y a des délais importants à la mise en place de ces solutions-là. Et ça prend un certain nombre des développeurs, des acheteurs et tout ça. Je terminerai la dernière avec les critères de compensation carbone. En général, ce qu'on a besoin, c'est des critères d'additionnalité. Donc, vous soyez capable de démontrer que les projets que vous faites, bien, ça va au-delà du cours normal des affaires, que ça soit vérifiable, que ça soit des compensations réelles, permanentes, ça, c'est un des enjeux aussi importants, et imputables. Donc, je laisserai mes autres partenaires par la suite vous continuer pour la présentation. Merci. Merci beaucoup, Daniel. John, bon, à vous la parole. Laurence, c'était très bref, donc, mais son discours est très intéressant, donc j'espère que ça va suivre par la suite. Donc, merci beaucoup d'être avec vous. J'arrive de Sainte-Sophie de Halifax. On est en train de faire des projets de boisement et reboisement là-bas avec des groupements forestiers et aussi les coops agricoles. C'est un exemple. Et Carbon Terre à Terre, donc je suis un des fondateurs, a été lancé il y a 3 ans pour donner la chance aux petits producteurs agricoles et des communautés Premières Nations autochtones sur la planète d'être au plein centre de cette action de décarbonisation atmosphérique qui est vraiment urgente. Alors, je demande, comme je vais donner un peu de place à Simon et Laurence, je vais commencer. Donc, la nouvelle normalité pour
zone boréale du Québec. Donc, on a tous vécu, même si on n'habitait pas à Val-d'Or, ou la Belle-sur-Cavillon, ou Pessamite, ou Waswanipi, on a vécu cette réalité, mais eux, ils étaient en plein centre. Donc, ça, c'est un grand problème, c'est une catastrophe qui nous a éveillés justement face à les défis et les opportunités. Donc, il y a des diapos, là, il y a beaucoup de choses ici, mais c'est un sujet très vaste et difficile de couvrir dans 10 minutes. Mais bref, probablement, vous connaissez un peu les enjeux et les impacts. Donc, 5 millions d'hectares de forêt boréale détruits au Québec seulement, 18 millions au Canada. 500 000 hectares d'échecs de régénération, donc les aires détruites, forêts détruites qui ne vont pas se régénérer parce que c'était des peuplements d'épinette noire qui n'avaient pas atteint l'âge de maturité sexuelle qui est de 50 ans. Donc, un pourcentage très élevé des campements, des pruminations qui étaient brûlées dans le territoire traditionnel de Waswanipi, par exemple, un tiers des campements ont brûlé, avec toutes les valeurs, puis aussi toute la faune avec. Donc, c'est un énorme impact pour les communautés autochtones qui vivent dans la zone boréale. Surtout, Waswanipi a été vraiment affecté. Donc, plusieurs communautés sont donc menacées et traumatisées par l'événement. J'ai été à un hôtel à Québec le mois de juin, puis c'était la communauté de Waswanipi qui était là. Donc, et c'était difficile pour eux. Aussi, ça a affecté pas mal de monde. Donc, Montréal, Toronto, jusqu'à New York, il y avait même des matchs de baseball qui ont été annulés. Beaucoup de personnes affectées par ça. Et puis, malheureusement, ça annonce comme on va avoir une autre saison de feu difficile dans la zone boréale. Donc, des failles majeures du système de management forestier ont exposé justement le fait qu'on n'a pas laissé des réserves de semenciers dans ces grandes aires de coupe où on a fait quasiment uniquement l'épinette noire avec un peu de pin gris. Donc, on est appelé maintenant de changer notre aménagement. Autrement, on va perdre toute la forêt boréale dans peu de temps. Donc, la forêt boréale, je dirais que la forêt boréale, c'est un peu controversé, mais moi, je dirais que la forêt boréale, comme un des grands réservoirs de carbone sur la planète, est sur un point de bascule. Donc, le chèque de ration, pour revenir rapidement sur ça, quelques leçons de prix. On savait de ça déjà. Le film Aurore boréale de Richard Desjardins a parlé de ça il y a 25 ans. Donc, comme j'ai dit, les réserves semencières requises n'ont pas été là. Et donc, maintenant, il y aura peu de régénération. Donc, il faut régénérer ça manuellement. Et ces 500 000 hectares, Québec, dans tout son ensemble, fait environ 55 000 hectares de mise en terre manuelle par année. Donc, ça dépasse de loin nos capacités. Les forêts mixtes sont plus résilientes et c'est ça que la communauté autochtone, aussi la plupart des chercheurs scientifiques sont d'accord qu'il faut quand même avoir beaucoup plus de feuillures dans les forêts qu'on va réétablir. Donc, pour ça, comme notre secteur, donc, il y a beaucoup de recherches appliquées à faire quant à le mélange des essences et l'arrangement spatiaux. Aussi, il faut vraiment impliquer les sciences autochtones dedans, à mon avis. Et ça va de pair avec les sciences modernes. 5 minutes, donc ça va. On a plus de deux diapos sur 4. Bon, qu'est-ce que ça représente comme opportunité pour ceux qui pratiquent la phytotechnologie de toutes sortes il y a toutes sortes de personnes ici dans la salle, j'imagine, et les étudiantes aussi qui vont peut-être se joindre à nous. Donc, il faut
justement savoir mieux produire des essences dites non commerciales. Et donc, les communautés autochtones, depuis longtemps, qu'ils ont préconisé ou ils ont mis en avant qu'il faut quand même plus de boulot à papier, le sapin baumier et le petit Foltramp, entre autres. Et donc, nous travaillons avec les communautés, on collabore avec les communautés Pessamite et Waswanipi présentement sur le plan de management durable qui prend donc en ligne de compte leurs valeurs. Qu'est-ce que les caribous forestiers ont besoin, par exemple? Quel type de régénération après? Et aussi, il faut avoir, à mon avis, beaucoup plus de conservation. Donc, ce n'est pas juste de restaurer les aires détruites, mais aussi il faut vraiment conserver plus. Les grands espaces propices sont nécessaires. Et aussi, la façon qu'on va réétablir, restaurer, c'est important d'avoir le type de structures qui sont propices, qui sont résilientes et qui sont bien comme habitat faunique. Donc, plus de résilience au feu avec le peuplement mixte, intégration de valeurs autochtones et de sciences autochtones, plus de carbone séquestré sans sacrifier la biodiversité et résilience. Donc, ces peuplements mixtes aussi, vraiment, ils ont un taux de séquestration qui est pas mal plus élevé que les plantations d'épinette noire pure. Donc, et aussi, il faut protéger ces communautés-là, des communautés autochtones et non autochtones. Et donc, nous travaillons avec des entreprises comme Ramble Technology et avec des communautés elles-mêmes sur différentes stratégies pour protéger les communautés, donc les coupe-feux avec les feuillures et les sols et d'autres essences. 2 minutes, merci. Donc, et comment est-ce qu'on peut financer ça? Voilà un peu notre contribution en tant qu'entreprise, c'est d'aller discuter avec les entreprises comme Microsoft et TELUS et d'autres, même Hydro-Québec, donc qui sont ici, sur comment eux, ils pourraient s'impliquer. Moi, j'étais au North American Carbon World à San Francisco il y a un mois de ça, et j'ai rencontré Ariel Hayward de Microsoft et d'autres entreprises. Et il y a un grand intérêt de venir travailler main dans la main avec les communautés autochtones et non autochtones, différentes associations, pour restaurer les aires détruites. Justement, il y a beaucoup de carbone qui part dans l'atmosphère. C'est pas trop tard, je pense, de chercher comment on pourrait ajouter d'autres moyens financiers à travers des mécanismes de solutions fondées sur la nature, de carbone certifié, boisement et boisement, et donc où il y a des permanences, il y a de l'équité et beaucoup de valeurs co-bénéfices. Donc, il y a un grand intérêt au sein des communautés, des entreprises nord-américaines. Et aussi, on parle activement aussi avec des entreprises européennes qui seraient intéressées d'investir massivement parce qu'on a des programmes de milliards, mais 2 milliards lui-même, même avec une volet autochtone maintenant, qui ne serait pas suffisante. Donc, c'est ça que nous faisons aussi. L'Alliance québécoise Climat-Nature est en train de travailler pour faire notre mieux pour sensibiliser le public et le gouvernement et toutes les intervenantes sur les opportunités et sur les défis devant nous. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, John, pour un excellent respect du temps. Et Laurence, j'espère que... Prise 2, oui. Ouais, prise 2, le stress a diminué un peu. C'est toujours un peu déstabilisant quand on cherche nos diapositives. Alors, sans plus tarder, merci. la minuterie est là, Excellent. le clicker par là. On est équipés. Merci. Merci d'ailleurs pour l'invitation, très gentil. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la compensation carbone, des solutions fondées sur la nature. Et avant de commencer dans le vif du sujet avec un 10 minutes, je voulais prendre le temps de vous parler un peu de la Coop Carbone. C'est la coopérative avec qui je travaille, en fait, depuis plus de 2 ans. Donc, la Coop, c'est une coopérative de solidarité à but non lucratif
et qui a été, ça a été, vous le voyez à l'écran, un pari audacieux il y a 10 ans. Donc, plusieurs organisations comme Desjardins, Solio Agriculture, anciennement la Coop Fédérée et Fonds d'Action, et l'Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie et le C3E, qui se sont réunis pour, vraiment avec une mission commune, de développer des projets collaboratifs pour lutter face à l'urgence climatique. Donc, depuis 10 ans, on travaille sur notre mission et je pense qu'on est encore là pour au moins un autre 10 ans facilement, vu l'urgence et l'action aussi que ça prend. Donc, on a 4 filières de champs d'axes de travail, plusieurs collègues qui travaillent en mobilité durable, en biométhane et en gestion de l'efficacité des bâtiments. De mon côté, je travaille au niveau de l'équipe de la gestion des gaz à effet de serre. Et dans cette équipe-là, il y a vraiment l'accompagnement, comme Daniel l'a mentionné, au niveau des organisations pour les bilans carbone, pour la décarbonation. Et de mon côté, là, je travaille encore dans l'équipe de gestion des GES, mais vraiment au niveau de mettre en place des projets de séquestration du carbone et de réduction des gaz à effet de serre avec une approche fondée sur la nature. Donc, je vais vous parler d'un projet qu'on mène là, depuis 1 an maintenant avec plusieurs parties prenantes pour vraiment le secteur agricole. Donc, vous voyez, là, les solutions fondées sur la nature, c'est un gros chapeau qui couvre vraiment plusieurs secteurs. On a les milieux humides, la foresterie. Aujourd'hui, je vais vraiment parler de l'agriculture. Vous voyez à l'écran, c'est les émissions du Québec en 2021 selon l'inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez là, que l'agriculture représente environ 10,4 des émissions totales du Québec. Donc, il se place quand même au 3e rang des émissions pour le Québec. Et les solutions fondées sur la nature, on l'a entendu à la première présentation. Je reprends ici la définition, en fait, de l'UICN, qui est celle qui est reprise le plus largement là, au niveau international, qui vise justement à protéger, gérer de manière durable et de restaurer les écosystèmes naturels pour relever des défis de société de manière efficace et adaptative. Donc, en gros, c'est comment régler un problème global puis d'adapter des solutions concrètes localement. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir avec les solutions fondées sur la nature et d'avoir vraiment son lot de co-bénéfices. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'indicateur carbone, mais il ne faut pas rentrer dans ce tunnel-là de carbone. Donc, il y a vraiment tout un lot de co-bénéfices. Pour revenir maintenant au secteur agricole, vous voyez à l'écran, Daniel me fait mention également au niveau des données de Drever. Ici, c'est vraiment axé sur l'agriculture. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le Québec et pour le Canada aussi? Mais là, ici, ce qu'on a, c'est les données des superficies potentielles pour le Québec. Donc, culture de couverture, résidus de culture, optimisation d'engrais, travail réduit du sol, même l'agroforesterie avec les cultures à l'intérieur d'une parcelle. Donc, les cultures intercalaires d'arbres, les bandes riveraines aussi qu'on va entendre avec Simon Côté avec Arbre Révolution. Donc, si on prenait toutes ces initiatives, toutes ces solutions-là, donc ça représente quand même un potentiel d'atténuation potentiel de 5 millions de tonnes d'équivalent par année, ce qui est très important, ce qui représente une réduction de 60 % seulement des émissions agricoles au Québec. Donc, l'idée, c'est, on en parle un petit peu, là, comment déployer à grande échelle les solutions fondées sur la nature en agriculture et dans d'autres secteurs. Donc, il y a 1 an, on a développé la démarche Agrocarbone Grande Culture avec notamment Solio Agriculture pour lever les barrières importantes que les producteurs avaient. Donc, on replace vraiment le projet, on place les producteurs agricoles au centre de la démarche. Donc, récemment, on a fait une enquête auprès des producteurs où un peu moins de 200 producteurs agricoles dans différentes régions administratives ont répondu. Et le plus grand frein que les producteurs nous ont mentionné, c'est celui du frein de la barrière financière, donc le manque de financement pour appuyer sur le long terme cette transition-là. Donc, il y a un manque d'appui, des règlements qui sont souvent inexistants. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les producteurs veulent participer à ce changement-là, mais comment les appuyer financièrement? Donc, c'est sûr qu'au niveau de la compensation carbone, avoir un programme de compensation carbone pourrait être une solution pour financer les producteurs agricoles et les appuyer sur le long terme.
Donc, c'est un peu dans l'écosystème que gravite la démarche agrocarbone grande culture. Je vous mentionnais Solio Agriculture, qui est notre partenaire principal, mais il y a également Desjardins, l'Allemand Plant Care aussi, qui fait partie de la démarche. Et l'objectif, c'est de trouver un ou plusieurs modèles d'affaires qui va pouvoir justement stimuler la mise en place sur le long terme de ces pratiques-là fondées sur la nature et d'avoir vraiment l'optique au niveau des producteurs agricoles. Donc, de se ramener à la base, de se ramener qu'est-ce qui est viable, qu'est-ce qui est simple à implanter pour le producteur agricole et d'avoir aussi cette conscience-là, je le mentionnais, locale, donc adaptée au contexte régional. Bon, là, la démarche, c'est une longue démarche quand même. C'est sur 3 ans. Donc, on l'a initiée le 18 mai 2023. Donc, ça fait un peu moins d'1 an là, que la démarche est lancée. Et c'est un long processus. Hein. Donc, la compensation carbone, surtout pour le secteur agricole, c'est pas un programme qui est mature actuellement à l'heure où on se parle. Donc, ça prend un écosystème, ça prend des gens aussi, des experts. Donc, avec la démarche agrocarbone, il y a plus d'une 50aine de partenaires experts de différentes universités, notamment l'Université de McGill, l'Université Laval, des centres de recherche. Donc, c'est vraiment un écosystème entourant la démarche qui, justement, va nous permettre d'avancer et comment structurer, comment mettre en place le programme carbone. Donc, c'est ce qui complète ma présentation, mais n'hésitez pas là, si vous avez des questions par la suite, ça va me faire plaisir. Je tiens à féliciter Laurence pour la clarté de sa présentation et la concision des propos qui ont été tenus. Et maintenant, nous invitons Simon Côté à apparaître sur nos écrans, comme par magie. Roulement de tambour, tout le monde? Et voilà, je vous laisse en compagnie de Simon. On va se reprendre le roulement de tambour, gang. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est parfait. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend très parfait. bien. Merci tout le monde. On voit ma présentation aussi, j'imagine. Alors, bonjour à tous. Bonjour à mes collègues, Laurence, John, Daniel et tout. Bien content d'être sur ce panel avec vous. Alors, je vais commencer sans plus attendre. Je vais parler du programme Carbone Riverain qui est au service de la nature, ni plus ni moins. Petite introduction sur Arbre Évolution d'abord. Nous sommes une coopérative de solidarité qui, d'ailleurs, avons gagné le prix d'excellence de la SQP là, il y a 2 ans, je crois, pour le programme Carbone Riverain, dont je vais parler plus en détail. Donc, Arbre Évolution, couple de solidarité basé à Lillet et à Montréal, très actif partout dans la plaine du Saint-Laurent et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord également, même en Gaspésie. On existe depuis plus d'une dizaine d'années. On est un groupe d'à peu près une trentaine de personnes, 34 membres en fait, et à peu près une dizaine, 18 employés. Un de nos principaux champs d'expertise, c'est l'agroforesterie et la compensation carbone sur le marché volontaire. L'agroforesterie, d'abord, on a réalisé plus d'une centaine de projets agroforestiers chez les producteurs agricoles partout au Québec. On se présente comme une des principales références en implantation. Donc, on a vraiment une équipe de planteurs avec des véhicules, avec des végétaux, les matériaux et toute l'expertise technique pour vraiment bien planter l'arbre dans des systèmes agroforestiers. Et avec le marché volontaire du carbone, on se fait la main depuis plus d'une décennie avec le programme de reboisement social. C'est un programme très novateur qui consiste à planter des arbres dans les communautés sur des terrains publics avec les gens partout au Québec. Comme vous pouvez le voir, on est actif dans différents contextes, que ce soit en milieu urbain, en milieu, dans les communautés autochtones, en milieu rural, dans les milieux périurbains. Donc, vraiment, là, on transcende quand même beaucoup de tous les types de collectivités au Québec avec ce programme-là. Un petit bilan là, du programme qui vous explique un peu là, comment on expose les données, là, mais on plante beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbustes. On séquestre en ce moment, on est sur la voie de séquestrer plus de 21 000 tonnes de CO2
On a de la quantité de CO2 en réserve, comme tout le monde programme, et on mobilise des milliers de personnes. Alors, il y a 3 ans, on a mis en commun ces 2 champs d'expertise-là pour créer Carbone Riverain, qui est un programme d'élargissement de bandes riveraines en milieu agricole. Donc, c'est une solution fondée sur la nature qui est en marche depuis 3 ans. En marche pour bandes des crédits carbone locaux, qui supportent nos agriculteurs et qui protègent nos rivières. Petite esquisse ici pour que vous compreniez le concept. On part de la bande riveraine réglementaire, qui est de 3 mètres, que tous les agriculteurs, en théorie, doivent respecter. Et on ajoute 5 mètres additionnels au champ, constitué de 2 rangs d'arbres. Et cette plantation-là est protégée par une servitude de conservation à perpétuité. Et je vais en parler un peu plus tard. Donc c'est assez simple, en fait, en termes de conception sylvicole. Quelques points importants à retenir sur le programme, c'est basé sur la recherche en continu avec des spécialistes en agroforesterie et des spécialistes sur le climat. On a eu la chance tout récemment d'avoir une 2e ronde de financement assez importante cette fois-ci pour poursuivre les recherches, notamment avec le CERFO, Bioptère et même l'Institut de technologie agroalimentaire aussi, qui aide de façon périphérique, on va dire, à répertorier des sites et tout, de bandes riveraines et de brise-vent. Un projet qui vient juste de commencer afin de développer les connaissances sur les dynamiques du carbone après 40 ans, donc après le retrait des peupliers hybrides de l'aménagement notamment. Donc, très heureux de pouvoir contribuer à la science. C'est un programme qui mobilise nos agricultrices. Je le mets au féminin parce que des fois je le mets au masculin, là je le mets au féminin, via une rétribution de 24 000 $ par hectare. C'est un financement majeur quand même pour les agriculteurs, considérant que les bandes riveraines, les zones tampons, si on veut, les zones de bord de champ, sont moins productives, jusqu'à 19% moins productives que le reste du champ. Et on a donc un montant qui permet aux agriculteurs de ne pas sortir perdant, au contraire, de cette aventure-là avec Arbre Révolution. C'est un programme qui séquestre plus de 1950 tonnes par hectare sur un horizon de 40 ans. Donc, très, très performant sur l'espace, le côté spatial. Tous les projets qu'on fait sont vérifiés par les organismes de bassin versants locaux. Donc, c'est vraiment, on est en équipe, si on veut, avec les principaux intervenants du milieu, dont les organismes de bassin versants sont très bien placés pour faire le suivi des aménagements et créer des rapports de recommandation en lien avec ce qui se passe sur leur bassin versant. Et le protocole et la méthodologie de quantification du programme est vérifié par Coop Carbone. Petite image d'un projet récent, on voit vraiment les 2 bandes ici qui sont près du ruisseau. On voit que la bande riveraine de 3 mètres n'était pas très végétalisée. Il y a un bel espace qui ressemble drôlement au champ juste à côté. Donc, cette bande-là va grandement bénéficier de la protection du rempart de 2 rangs là, qui va se dresser entre elle et le champ. On m'a demandé quand même de faire une approche plus bilan par rapport à Carbone Riverain, puisque j'ai déjà fait des présentations sur le programme de façon plus technique. Eh bien, j'y vais droit au but par rapport à la genèse du programme, qui se trouve à être des constats relativement alarmants sur la qualité des cours d'eau en milieu agricole et le respect des bandes riveraines, notamment en 2018-2019 des reportages de la Semaine verte. Eh bien, il n'y a pas plus tard qu'1 an, un autre reportage a été publié sur la Semaine verte sur l'état des cours d'eau agricoles. Donc, qu'en est-il après 10-20 ans de législation? Est-ce que la loi est trop contraignante? Est-ce qu'elle n'est pas assez contraignante? Et moi, je commence cette petite diapo en disant à quand le prochain tollé? On a eu un tollé sur l'usage des pesticides et les mains liées des agronomes et des compagnies qui prescrivaient tout ça avec notre agronome dont le nom m'échappe, Louis. Alors, par rapport aux bandes riveraines, on peut s'attendre à quelque chose, à des nouvelles et des constats publics qui vont faire changer les choses dans les prochaines années parce que malheureusement, sur les 22 cours d'eau qui ont été soumis à l'étude, tous ont été jugés de qualité mauvaise, étant donné trop grosse présence de phosphate
qui est notamment dû au fumier qu'on met dans les grandes cultures de soya et maïs, entre autres. Sur les 46 rivières aussi monitorées, la grande majorité avait un critère de qualité de l'eau jugé mauvais et en deçà, en fait, des critères d'acceptabilité de qualité de l'eau. Les causes sont notamment les pesticides dans les cours d'eau, donc des seuils très problématiques pour la survie des espèces aquatiques. Parlant d'espèces aquatiques, on a les diatomées benthiques qui vraiment représentent plus de 20% qui produisent plus de 20% d'oxygène sur la Terre, pas juste dans les bandes riveraines, dans les océans notamment, qui malheureusement dans les milieux agricoles sont en déclin. Donc, c'est pas une bonne nouvelle à ce niveau-là. Une bonne nouvelle par contre, depuis 2002, on remarque une diminution de l'azote ammoniacal dans les ruisseaux du Québec, ce qui est une bonne chose. On peut notamment penser que les prescriptions agronomiques, dorénavant, pour épandre un pesticide néonique, ça prend une prescription agronomique. Avant, ce n'était pas le cas, ce qui fait en sorte que les dosages sont beaucoup plus contrôlés et donc on a une meilleure amélioration des néoniques dans l'eau. Malheureusement, on comprend qu'il y en a encore beaucoup dans l'eau, malgré le fait qu'ils sont en déclin. Ce qui prouve que la persistance des intrants chimiques dans l'écosystème est assez majeure. Alors, il faut protéger nos bandes riveraines, nos ruisseaux. Les bandes riveraines sont principales alliées pour ça. Surtout aussi, évidemment, les changements des pratiques agro-industrielles. On ne va pas se le cacher. Mais les bandes riveraines sont le dernier rempart entre le ruisseau et le champ. Et je pose une question ici. Est-ce que 3 mètres de bande riveraine légale est suffisant? Je laisse la question en suspens. Carbone riverain, c'est vraiment beaucoup plus que du carbone. Je vais parler de la servitude, notamment et de la fiducie à l'instant. Mais imaginons-nous un peu une bande riveraine légale où l'agriculteur respecte le 0,3 mètres. Ajoutons un bord de champ avec carbone riverain. Donc là, on augmente grandement la performance de filtration des eaux de ruissellement, notamment entre le champ et le cours d'eau. Mais imaginons-nous 2 bords de cours d'eau avec carbone riverain. Là, on vient de créer un écosystème forestier d'une vingtaine de mètres de large. On vient d'améliorer la connectivité phonique, d'augmenter la biodiversité, de lutter contre l'érosion, de filtrer les aérosols, filtrer les eaux de ruissellement, et tout ça pour augmenter la qualité de l'eau potable. Donc, c'est majeur. Et j'ai pas mis ces animaux-là pour rien, principalement le harfang des marais puis la tortue des bois. Ce sont 2 espèces en voie d'extinction, ou du moins près de l'être, ou sont jugées vulnérables au Québec. Et leur milieu de vie sont les bandes riveraines en milieu agricole. Et la connectivité phonique, la création de corridors écologiques, c'est majeur pour répondre présent dans la crise de biodiversité partout sur la planète, mais spécialement au Québec. Ce qui est très fort avec carbone riverain, c'est que ce que je viens de vous montrer, ce sont des aménagements qui seront conservés à perpétuité. Donc, la nature gagne, c'est terminé. C'est le retour en force de la nature. Et je pense qu'on a besoin de plus en plus de ce genre d'action-là. Laisser la nature ensuite développer ses propres compétences d'écoservice, en quelque sorte. Donc, ça prend des contrats, ça prend de la certitude sur le plan légal. Et donc, Carbone Riverain signe avec chaque agriculteur un contrat de servitude à perpétuité qui est notarié et enchâssé dans le registre foncier québécois. Un autre élément qui donne encore davantage de crédibilité au programme, c'est d'avoir créé une fiducie d'utilité écologique, sociale et écologique pour gérer les fonds. Donc, c'est pas Arbre Évolution qui gère tout l'argent. Donc, les investisseurs qui achètent des crédits carbone, ils peuvent être assurés que les fonds pour tout ce qui va se passer après la plantation sont entre les mains d'une organisation qui ne peut pratiquement pas faire faillite, qui ne peut pas changer ses actes constitutifs. Donc, au Québec, la fiducie, c'est probablement ce qu'il y a de plus fort, de plus sécuritaire pour la gestion des fonds et le respect d'une mission. Parce que Arbre Évolution, on n'est pas à l'abri d'une faillite dans quelques années. Donc, imaginons ce triste figure de cas où l'argent pour le suivi, l'argent pour la taille des arbres, pour l'entretien sur 3 ans, sur 10 ans, pardon, et toutes les dynamiques de science qu'on veut implanter
disparaissait, que cet argent-là n'était plus disponible, ça serait grandement problématique. Donc, on évite ça en créant une fiducie qu'on a créée avec Protecteur notamment, et on est très fiers d'avoir 3 super fiduciaires. Donc, Dominique Vignola, qui est ancien directeur là, de financement à la financière agricole, et Jean Nollet, que vous connaissez de Coop Carbone, ainsi que Samuel Pépingué, qui est le président d'Arbre Révolution aussi. Alors, au niveau bilan, depuis 2021, on a donc une année un peu plus mollo, entre guillemets, l'an passé, étant donné la mise sur pause du programme Prime Vert. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle qui ont rongé leurs freins comme moi en 2023 là-dessus, parce qu'il y a une partie des aménagements de carbone riverain qui étaient remboursés par le programme Prime Vert. Je parle au passé parce que ce n'est plus le cas. Ce qui a fait que l'an dernier, comme Prime Vert n'était pas actif, on était sur la glace beaucoup, on a juste fait un projet. Mais cette année, on repart en force et on prévoit au moins, assurément cette année, d'avoir au moins 5 hectares de conservation à perpétuité, donc d'aménagement à conserver à perpétuité au Québec. Évidemment, il suffit que des grands acheteurs de crédit carbone nous appellent et ce graphique-là peut être grandement différent. Au niveau des réussites du programme depuis ses débuts, bien, on a une croissance de la notoriété dans l'écosystème agricole, notamment des associations avec le Salon de l'agriculture, Expo Champs, le CRAC, l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe et le groupe et Solio, par rapport à de la formation d'agronomes, par rapport à la compensation carbone. Donc, on est vraiment présent auprès des agriculteurs. On a maintenant la confirmation que le programme est en adéquation au programme de rétribution des pratiques agro-environnementales, le fameux RPA. On était très fiers d'être cités parmi les 2 seuls programmes privés pouvant être utilisés pour aller chercher un programme de rétribution. L'autre programme étant ALUS, le programme ALUS de l'UPA. Donc, on est là avec la financière agricole. Donc, imaginons un producteur agricole qui reçoit un financement pour financer 100% de la bande riveraine élargie et qui peut déposer un super beau projet au programme de RPA pour recevoir un boni financier. Un autre élément très positif du programme, ce sont la liste d'attente d'agriculteurs qui s'allonge. On a plus d'une dizaine d'agriculteurs qui se sont engagés soit verbalement ou qui ont signé des ententes de principe avec le programme, et ça dans toutes les régions, pas toutes les régions du Québec, mais beaucoup de régions au Québec, ce qui démontre la pertinence du programme, que ce soit en Montérégie ou dans la Lanaudière ou encore dans le Bas-Saint-Laurent, où le prix des terres est moins élevé. Versus la Montérégie où le prix des terres est le plus élevé, on a quand même des agriculteurs qui, à 24 000 l'hectare, sont très enclins à participer. Au niveau des défis, je le mets au singulier parce que le gros défi, c'est la vente de crédit carbone à plus grande échelle. On est prêt à aller de l'avant. L'équipe, on l'a. Les arbres, on les a. Les vérificateurs, on les a. Le registre, on l'a. Les projets, on les a. La volonté, vous en pensez quoi? Je vous laisse y répondre. On a 12 000 tonnes de crédit carbone à émettre cette année à 58 $ la tonne. Donc, on cherche des acheteurs pour cette quantité. Alors, je termine en disant, passer de la parole aux actes. On est prêt à faire du volume. On a une solution fondée sur la nature. Elle est éprouvée. Elle fonctionne, elle est validée, elle est vérifiée. Il suffit d'augmenter le financement, en gros. Il y a beaucoup d'entreprises dans l'écosystème agroalimentaire, notamment des épiciers, mais dans toutes les autres sphères aussi d'industrie au Québec, qui prennent des engagements, parlent beaucoup, vont se fixer des cibles de carboneutralité sur un horizon de 10, 15, 20 ans, mais pour l'instant, l'argent ne sort pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de crédits carbone qui sont achetés parce que c'est une dépense, les crédits carbone, on va se le dire. Là. Donc, il n'y a aucune loi non plus pour contraindre ces entreprises-là à passer de la parole aux actes. Donc, je laisserai peut-être à d'autres collègues le soin de trouver des solutions pour financer les solutions fondées sur la nature. Mais quand on a un programme, qu'on est prêt à aller de l'avant et qu'il suffit d'une entreprise qui lève la main, on se dit qu'on est proche de quelque chose. Mais on a quand même plusieurs entreprises qui participent au programme quand même. On a des grands groupes, notamment Norterra, les Jus Del Monte,
qui donnent plusieurs dizaines de milliers de dollars par année en crédit carbone. Mais c'est pas suffisant. Ça prend des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars si on veut vraiment augmenter la performance des bandes riveraines. Alors, je vous remercie à tous pour ce temps.